Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Arturo Romero, professeur-chercheur de l'Université de Puebla, Universidad Autónoma de Puebla. On aura aujourd'hui une conversation sur la philosophie et mathématiques avec le professeur Luciano Boy. Il est maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales et très particulièrement au Centre d'analyse et de mathématiques sociales, les CAMS. Il a travaillé depuis longtemps dans la branche de la topologie, mais en l'ouvrant dans d'autres domaines de savoir comme la physique, la biologie, l'architecture, les arts et même, comme on le verra, la philosophie. Parmi ces thèmes de recherche, on trouve les interactions entre géométrie et physique, la phénoménologie et géométrie de la perception spatiale, épistémologie et histoire des sciences mathématiques et physiques dans le 19e et 20e siècle, comme les relations entre mathématiques et art. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté de parler avec nous. C'est un plaisir pour moi. C'est vraiment, je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec toi sur ces questions. Il est vrai que la topologie, qui est une branche relativement nouvelle des mathématiques, a modifié en profondeur les paysages des mathématiques, mais en même temps a modifié aussi la philosophie des mathématiques et notamment la philosophie de l'espace. Et son intérêt tient aussi au fait que la topologie ouvre des nouveaux champs de recherche, de nouvelles perspectives dans plusieurs domaines, et notamment, comme tu l'as rappelé, dans les domaines des sciences du vivant, de la phénoménologie de la perception, et de la cognition spatiale et aussi du temps. Et notre domaine, notre perspective extrêmement importante qui ouvre la topologie, c'est les relations, les interactions qu'on peut établir entre la topologie et l'art et l'architecture. Pourquoi les changements des paysages des mathématiques grâce à la topologie. La topologie, c'est une science, une branche des mathématiques qui s'est développée à partir du 19e siècle, même si on peut en fait la dater d'un certain nombre d'écrits qui remontent à Leibniz en particulier sur l'analyse situs, qui cherchait à donner une analyse plus qualitative de l'espace, mais la topologie comme branche des mathématiques, comme branche autonome des mathématiques, s'est développée surtout grâce au XIXe siècle, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, grâce aux travaux de Riemann et de Poincaré. Riemann, c'est bien connu, il a obtenu beaucoup de résultats, il a révolutionné notre vision de l'espace en inventant la géométrie riemannienne, précisément, qui est une géométrie différentielle qui s'attaque à comprendre les propriétés locales de l'espace, c'est-à-dire la métrique essentiellement, mais en même temps elle fait intervenir aussi un certain nombre de propriétés globales de l'espace, notamment la courbure et aussi la forme globale de l'espace comme son bord, etc. Alors Riemann introduit des considérations topologiques extrêmement profondes, surtout dans ses travaux sur la théorie des surfaces, où il a introduit notamment la notion de singularité, qui est une notion fondamentale de sa théorie des surfaces algébriques, les surfaces de Riemann. Cette notion de singularité fait intervenir précisément la topologie parce que la singularité, c'est une sorte d'obstruction topologique. Et la théorie des surfaces riemannienne, on le sait, c'est l'un des domaines les plus importants des mathématiques qui s'est développé ensuite tout au long du XXe siècle. Mais c'est lui qui... Oui.
Non, pardon que je t'arrête. Je t'en prie. Non, non. Et ça c'est très intéressant, mais pour un philosophe, alors, je parle en général, pour les philosophes, c'est pas facile à comprendre les liens entre les mathématiques et la philosophie. Si on parle des singularités, si on parle d'une surface, si on parle de la continuité, de la discontinuité, de la caractéristique de Euler, et si on parle de la topologie, et c'est dans tout travail, c'est très difficile d'un coup de voir, de s'apercevoir pourquoi faut-il, ou pourquoi faudra le philosophe apprendre des mathématiques, très particulièrement se rapprocher à la topologie, parce que on pourrait parler d'un retournement spatial dans les sciences sociales. Hein. Si on prend par exemple les études sur les champs de la cité, de la ville, on regarde que la dimension spatiale est devenue très importante. Bon, je dirais plus qu'important, fondamental pour comprendre qu'est-ce qu'est la limite, qu'est-ce qu'une frontière, le développement des populations, s'ils se mêlent, s'ils ne se mêlent pas, la distribution, il y a plusieurs des concepts spatiaux. On parle aussi dans la géographie d'un tournant spatial. Il y a aussi des préoccupations chez la philosophie de la spatialité. On les trouve chez Husserl, chez Heidegger, sur qu'est-ce que ça veut dire habiter les mondes. On trouve aussi des préoccupations, je dirais, dans les sciences du vivant. Les protéines, la forme des protéines, de l'ADN. Il y a beaucoup de références spatiales. Mais je voulais te demander comment est-ce que tu es arrivé? Comment est-ce que tu es arrivé à ces problèmes des mathématiques? De ton côté, tu avais commencé à parler de ça dans un premier moment, et après, tu pourrais parler un peu comment est-ce que tu relis les deux dimensions, la dimension purement, disons, mathématique, et comment trouves-tu les liens entre les mathématiques et la philosophie, les arts, et bien l'architecture, la science du vivant, la physique. Mais on pourrait commencer en parcourant les chemins que tu as parcouru, si on veut, dans les sciences mathématiques. Oui, alors les cheminements, c'est un cheminement assez peu linéaire, mais au sens qu'il y a eu un certain nombre de bifurcations et ramifications, mais il y a quand même un fil conducteur, en tout cas quelques fils conducteurs essentiels. Et d'abord, je suis arrivé à la topologie par la géométrie, euclidienne, et en particulier par la découverte des géométries non euclidiennes. Et d'abord parce que les géométries euclidiennes font intervenir un ensemble de concepts complètement nouveaux qui sont absents dans la géométrie euclidienne ordinaire. Hein. Et notamment, il faut intervenir, par exemple, la notion des courbures, la notion des géométries intrinsèques d'une surface. Il faut intervenir des notions qui deviennent centrales ensuite, qui sont celles des plongements et d'immersion, par exemple. Mais étant donné que la géométrie, et en particulier la géométrie riemannienne, s'effonde sur la notion des métriques, donc elle s'intéresse essentiellement à déterminer les fonctions de la distance, des distances entre les points, des points donnés dans un espace qui a un certain nombre de propriétés, et il semblerait assez naturel d'élargir cette notion et d'introduire des notions qui cherchent à comprendre et à décrire des structures de l'espace qui ne font pas référence à la métrique. Et ces notions, c'est la topologie qui les introduit, comme tu disais. La topologie est d'abord un nouveau champ des concepts. La topologie, son importance vient du fait qu'elle introduit un nouveau champ des concepts.
Parmi ces concepts, les plus féconds, les plus puissants, ce sont ceux des continuités, des connexités et des globalités, des propriétés globales. Alors, on sait que la métrique s'intéresse uniquement à des propriétés locales de l'espace, c'est-à-dire des propriétés qui changent localement. Hein, ce sont des éléments infinitésimaux attachés à des repères locaux dans l'espace et qui peuvent changer uniquement par des changements des coordonnées et uniquement à l'échelle locale. Maintenant, on a découvert au XIXe siècle, un certain nombre de mathématiciens, et notamment Riemann et Poincaré, ont compris que l'espace avait aussi des propriétés globales qui ne dépendaient pas de la métrique, des relations locales. Et parmi ces propriétés globales, il y a, par exemple, les bords de la surface, et il y a la forme globale de l'espace. Alors, on commence à distinguer entre propriétés locales qui sont relatives à la métrique et la distance, propriétés locales de l'espace, et propriétés globales qui concernent la forme de l'espace, c'est-à-dire son bord, son contour, sa courbure globale, etc. Et la topologie donc permet de relier l'analyse de l'espace à des notions de nature beaucoup plus qualitatives que de s'intéresser uniquement à déterminer de manière quantitative ces relations locales. Et voilà, parce que, pardon, l'idée que les philosophes l'idée avec laquelle les philosophes est familiarisés, l'idée classique de l'espace, si l'on veut, c'est l'idée des cartes. C'est l'idée des cartes. Alors, quel est le changement entre la géométrie euclidienne jusqu'à l'écart et les plans cartésiens et l'idée de pouvoir placer les points dans l'espace avec les tuplets et la pensée topologique qui commence entre Gauss et Riemann. D'abord, les philosophes jusqu'au XVIIIe siècle, moins, mais peut-être même jusqu'au XIXe siècle, connaissaient surtout la géométrie euclidienne, raisonnaient à partir de la géométrie euclidienne. Même Kant raisonne surtout à partir de la géométrie euclidienne. Il ne connaissait pas les géométries non euclidiennes, il ne connaissait pas la topologie, etc. Il y a eu bien sûr des changements significatifs. On a mentionné un certain nombre d'idées introduites par Leibniz en particulier sur une géométrie qualitative possible qui permettrait d'analyser des propriétés qualitatives de l'espace. Or, la géométrie cartésienne, au fond, c'est une généralisation de la géométrie euclidienne qui fait introduire des coordonnées cartésiennes, ce qu'on appelle des coordonnées cartésiennes, qui permettent en quelque sorte de généraliser les coordonnées euclidiennes de l'espace et de les traduire dans un langage algébrique. C'est ce qui a fait Descartes d'introduire des outils algébriques pour généraliser la géométrie euclidienne en montrant qu'elle pouvait être écrite dans un langage algébrique. Mais à partir de la découverte des géométries non euclidiennes, on comprend vite qu'il y a d'autres repères possibles. Il n'y a pas qu'un repère cartésien, il y a beaucoup d'autres repères qui peuvent être écrits en géométrie sphérique, dans la géométrie elliptique, dans la géométrie hyperbolique, etc. Donc déjà, ce fait est fondamental parce qu'il ouvre, disons, sur une pluralité des géométries possibles, des repères géométriques possibles pour représenter l'espace à l'échelle locale. Et cette première ouverture, ce premier tournant, disons, conceptuel dans la conception de l'espace, est ensuite connaît un nouveau développement grâce à la distinction conceptuelle fondamentale qui consiste à montrer que la métrique ne suffit pas à connaître l'espace, à connaître les structures intrinsèques de l'espace. Que pour connaître les modes d'existence de l'espace, comme dirait un philosophe,
ces structures, ces articulations, ces interactions, ces relations, il faut introduire des notions de topologie. Ces notions de topologie, et c'est là sans doute un élément philosophique qui va radicalement changer la compréhension de l'espace, introduisent la notion essentielle de déformation. Une déformation, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'on puisse déformer l'espace dans un autre espace sans en modifier sa structure interne. C'est-à-dire, c'est toujours, en langage mathématique, c'est toujours une bijection avec son inverse, donc on peut inverser, une bijection continue et inversible, comme on dit, qui fait comprendre qu'un espace, d'abord, elle fait comprendre un certain nombre de choses. Premièrement, qu'un espace n'est pas un objet fixe, n'est pas un objet fixe dans l'espace, n'est pas donné une fois pour toutes. Deuxièmement, il fait comprendre donc que l'espace peut être transformé dynamiquement et qu'il peut être transformé en le déformant. Donc pour cela, il faut supposer que l'espace n'est pas rigide, mais qui ressemble à quelque chose de souple, qui admet une certaine flexibilité, une certaine plasticité et une certaine élasticité. Si on considère ces notions, il apparaît tout à fait essentiel de considérer que non seulement un espace peut être caractérisé par une métrique, voire par plusieurs métriques, parce que évidemment la métrique sphérique n'est pas la même métrique, euclidienne qui vaut dans la géométrie euclidienne, de même que la métrique elliptique n'est pas similaire à la géométrie euclidienne. Cela d'ailleurs modifie la notion même que nous pouvons établir de la distance, c'est-à-dire on introduit des nouvelles méthodes pour caractériser, définir la notion de distance. Mais ce qui est très important, c'est que par la topologie, on comprend qu'une analyse locale de l'espace ne suffit pas à comprendre à la fois les structures internes de l'espace et cette déformation globale. Donc la notion de déformation est vraiment au cœur de cette révolution, on pourrait dire, conceptuelle de l'espace. Elle est au cœur aussi bien au sein des mathématiques, parce que c'est une notion qui est centrale dans toutes les nouvelles branches qui vont se développer à partir du XXe siècle, grâce à Henri Poincaré et à d'autres mathématiciens, notamment la géométrie algébrique, la géométrie différentielle qui avait déjà été en quelque sorte inventée par Riemann, la théorie des groupes, et ensuite ce qu'on appelle la topologie différentielle et l'analyse topologique, etc. Toutes ces branches des mathématiques se développent à partir d'une extension et d'un approfondissement conceptuel très important de la notion de déformation. On ne raisonne plus sur un espace donné, on raisonne sur un espace qui pourrait donner lieu à une classe d'équivalence d'espace, c'est-à-dire à des espaces qui, par déformation continue, sont des espaces équivalents. Donc, évidemment, cela introduit aussi un changement radical en ce qui concerne la nature philosophique de l'espace. Parce qu'il ne suffit plus de voir l'espace, on ne peut plus se fonder uniquement sur des notions, comment dirais-je, visuelles, mais il faut introduire des intuitions beaucoup plus profondes, des intuitions beaucoup philosophiques beaucoup plus profondes. Oui, voilà. Est-ce que pour cela, est-ce que pour arriver à cette manière de penser l'espace, faut-il changer l'approximation? Je pense surtout les théorèmes Egregium de Gauss, de voir, comme tu l'as dit souvent, de regarder l'espace en dedans et ne pas le dehors, pas par un plongement dans l'espace ambiant, qui est R3, que c'est l'espace euclidien en 3 dimensions, mais qu'il faut, et pas seulement qu'il faut, qu'on peut
et qu'on peut regarder l'espace par les dedans et les comprendre à partir de l'espace même et pas par les relations avec un autre espace dans lequel il serait. Comment comprendre très souvent les figures géométriques. On les prend, on regarde la mesure, mais ils sont plongés toujours dans l'espace euclidien. Mais ce que Gauss réussit, c'est un changement de la manière de se rapprocher à l'espace. Est-ce que ça a quelque chose à voir ça, c'est un tournant conceptuel, absolument. Ça, c'est probablement c'est probablement les premiers tournants conceptuels qui a modifié notre vision de l'espace et dont la philosophie n'a pas tenu vraiment compte. Ce qui fait que ça justifie en partie en quelque sorte l'éloignement de la philosophie de la réflexion sur l'espace. L'idée fondamentale de Gauss au début du 19e siècle, aux alentours de 1830, 1827-1830, c'est d'avoir compris que si on prend un objet géométrique, une surface, eh bien cet objet géométrique ne présente pas uniquement des propriétés qui dépendent de ses relations avec l'espace extérieur, c'est-à-dire avec l'espace euclidien, mais elle contient une géométrie in se. Il contient une géométrie propre, intrinsèque, on dit, et cette géométrie est en quelque sorte indépendante de ses relations à l'espace extérieur, à l'espace ambiant, à l'espace euclidien. Ça, c'est un point fondamental. Pourquoi ? Nous étions habitués depuis l'Antiquité grecque, depuis les géomètres grecs, à considérer soit des figures dans les plans, donc à dessiner des figures dans les plans, à en donner les propriétés par déduction, etc., ou à considérer des solides, mais toujours existants dans l'espace. Et non pas comme des objets géométriques qui pouvaient exhiber des propriétés, mais uniquement des solides qui pouvaient être définis en relation avec l'espace les contenant. En quelque sorte, donc, une surface, un volume, enfin un objet géométrique, était considéré comme quelque chose qui était toujours contenu dans un espace, abstrait, mais qui n'avait pas en lui-même une structure. Alors, l'idée des Gauss, c'était d'avoir pensé qu'un objet géométrique, une surface, a une géométrie qui est intrinsèque. Les propriétés intrinsèques d'une surface sont bien sûr la courbure notamment, qui définit sa déviation par rapport à un espace géométrique euclidien donné, mais cette courbure, qui est une notion très complexe, n'est pas uniquement une notion locale, mais peut aussi être caractérisée par des propriétés globales. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue philosophique, ce tournant géométrique ? Ça change que l'idée philosophique centrale, c'est d'aller à regarder de l'intérieur un objet, en supposant que cet objet puisse exhiber des propriétés géométriques intrinsèques. C'est-à-dire que sa géométrie, ce mode d'existence, puisse être beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que celui qu'on peut supposer uniquement en les voyant ou en les définissant dans un espace comme conteneur, en quelque sorte, de l'objet. On donne ainsi une sorte d'importance non seulement mathématique, mais d'importance philosophique à l'objet. Et on comprend par là que l'objet n'est pas un objet, comment dirais-je, fixe, n'est pas un objet statique,
il est un objet dynamique. Parce que cet objet peut se transformer en lui-même, peut se présenter sous plusieurs formes. Ses propriétés intrinsèques, comme la courbure, peuvent varier. Peuvent aussi être influencées par des changements internes à la surface et à l'objet géométrique lui-même. Autrement dit, ce qui change véritablement dans cette nouvelle conception des objets géométriques, c'est l'effet de ne plus les considérer comme étant des objets abstraits qui dépendraient uniquement de l'espace extérieur, mais comme des objets concrets pouvant exhiber une géométrie, voire plusieurs géométries possibles. Est-ce que ça veut dire, on a parlé des Grecs, on a parlé déjà de Descartes, on pourrait arriver à Kant et dire, son idée de l'espace, c'est une généralisation de ce que Descartes avait déjà dit, c'est que c'est l'esprit, c'est lui qui donne l'espace absolu, c'est a priori, c'est homogène, mais quand tu parles de la possibilité des objets d'avoir une géométrie intrinsèque, ça veut dire que on ne prend pas les objets pour les comprendre dans l'espace, comment quand les penser, mais ce que tu dis, je te demande, ce que l'objet ou les objets peuvent être compris comme un espace en soi-même. Ça veut dire c'est ça. Il y a alors espace dedans les espaces, où il y a une pluralité des espaces. Comment pourrait-on s'exprimer? Oui, tu viens de le dire. L'objet n'est plus un objet solide, un volume, mais c'est un espace. C'est un espace qui peut aussi engendrer de nouveaux espaces si on les soumet à un certain nombre de déformations. Donc, ce qui, jusqu'au XVIIIe siècle, pouvait sembler uniquement être un objet, un volume, disons, vivant, étant complètement tributaire de l'espace ambiant, grâce à Gauss devient un objet qui a une géométrie propre, mais ensuite on comprend aussi que cet objet propre, en ayant une géométrie, est un espace en lui-même, qui, outre avoir une géométrie intrinsèque, il peut avoir aussi d'autres propriétés, par exemple des propriétés algébriques et des propriétés topologiques, voire des propriétés, bien sûr, physiques, qui sont reliées à ces propriétés topologiques et algébriques. Kant n'avait pas véritablement compris ces points essentiels en mathématiques, parce qu'il pensait que l'espace euclidien, tridimensionnel en quelque sorte, était un espace absolu. Ou en tout cas, que c'était la structure de l'espace euclidien était intégrée en quelque sorte à notre intuition subjective de l'espace. Et que donc cet espace euclidien, cette structure euclidienne de l'espace, était une condition nécessaire de l'intuition que nous pouvions avoir de l'espace. Or, on sait bien d'abord qu'il n'y a pas un espace tridimensionnel absolu. C'est-à-dire que les seuls modèles d'espace à 3 dimensions n'est pas l'espace. Il n'y a pas un seul modèle d'espace à 3 dimensions qui serait celui euclidien. Depuis les siècles derniers, on sait qu'on a une pluralité de géométries en 3 dimensions, dont la géométrie euclidienne est un cas particulier. On connaissait la classification des surfaces, donc des espaces à 2 dimensions. On avait un théorème de classification qui a été donné par Poincaré, un mathématicien allemand qui s'appelle Kebe, au début du 19e siècle,
un théorème qui porte les noms des classifications des surfaces, c'est-à-dire qu'on savait quelles pouvaient être les surfaces pouvant être transformées, déformées les unes dans les autres. Il y avait 3 types de surfaces: les surfaces à courbure nulle, les surfaces à courbure négative et les surfaces à courbure positive. Mais on n'avait pas du tout une classification pour les espaces à 3 dimensions. Et autour des années 70, on a donné une classification, même si ce n'est pas une classification définitive, des espaces à 3 dimensions, ce qui montre qu'il n'y a pas un seul modèle d'espace à 3 dimensions, comme Kant croyait, par exemple, et comme tous les philosophes après lui ont cru. Par exemple, les néopositivistes, des philosophes comme comme Reichenbach, comme d'autres, pensaient effectivement qu'il existait un seul modèle d'espace en 3 dimensions. Or, la grande idée mathématique et philosophique, c'est d'avoir compris qu'il y a une pluralité d'espaces à 3 dimensions et que ces espaces n'ont pas uniquement un intérêt mathématique. Hein. Ils ont un intérêt aussi à la fois pour la physique, parce que il y a des domaines de la physique, il y a des phénomènes physiques qui travaillent avec certains de ces espaces à 3 dimensions et non pas avec l'espace euclidien. Ils ont de l'intérêt aussi dans les domaines, comme tu disais, des sciences du vivant, parce que dans un organisme vivant, on est confronté à plusieurs espaces. L'espace de la molécule n'est pas le même que l'espace de la cellule, et l'espace de la cellule n'est pas le même que l'espace de l'organisme tout entier. Et cette idée d'une pluralité d'espaces tridimensionnels est centrale aussi dans des domaines comme l'architecture, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut comprendre qu'on peut avoir différentes manières d'organiser l'espace à 3 dimensions. La géométrie euclidienne est l'une de ces manières, mais il y a d'autres manières possibles d'organiser l'espace à 3 dimensions et d'organiser les relations entre les vivants et ces espaces à 3 dimensions. Par exemple, on peut très bien se donner des modèles hyperboliques de l'espace à 3 dimensions qui pourraient avoir non seulement une pertinence, mais qui pourraient exhiber des propriétés, des qualités, des formes et d'autres propriétés extrêmement intéressantes pour l'espace phénoménologique, pour l'espace du vivant, et pour l'organisation architecturale de la ville, par exemple. Et donc, cette découverte fondamentale, qui, à mon avis, constitue un tournant philosophique, mais dont la philosophie n'a pas su comprendre la portée, a eu des conséquences et a des conséquences extrêmement significatives dans tous les domaines qui vont au-delà aussi des sciences de la nature et qui concernent aussi des domaines des sciences sociales et de l'architecture et de l'art, comme tu disais. Et si on pense, certes, beaucoup de nos actions, de nos mouvements, de nos activités se déroulent dans l'espace euclidien. Mais beaucoup d'autres activités, aussi bien physiologiques que métaboliques, que artistiques, que créatives, peuvent se dérouler dans des espaces tridimensionnels qui ne sont pas des espaces euclidiens. Donc la philosophie, en quelque sorte, doit elle-même introduire un changement conceptuel fondamental dans sa manière de réfléchir sur l'espace et considérer que ces espaces sont non seulement très importants d'un point de vue de l'analyse de leur propriété, mais ils sont très importants d'un point de vue de la réflexion sur les rôles que ces espaces peuvent avoir pour la vie de l'homme et pour sa dimension
je dirais, même anthropologique de sa vie. Et bien sûr phénoménologique. Husserl avait en quelque sorte saisi ces changements radicaux en mathématiques. Il en parle dans plusieurs de ses textes, notamment dans ses textes sur l'espace, sur la géométrie riemannienne, dans Ding und Raum mentionne souvent ces points. Il comprend que ces notions peuvent avoir une importance pour comprendre, par exemple, les mouvements du corps et les activités, les actions sensorimoteur dans l'espace. Il comprend qu'un certain nombre d'activités des systèmes sensoriels n'obéissent pas à l'espace, aux propriétés de l'espace géométrique euclidien, mais il n'a pas en quelque sorte développé une nouvelle perspective philosophique qui consisterait à penser que la philosophie doit attribuer une importance tout aussi fondamentale à ces espaces, ces nouveaux espaces tridimensionnels qu'elle a attribué jadis, autre temps, à l'espace euclidien.